Tupea Tiromana, alias Tiro, est breaker depuis 19 ans. Enfant, il est passionné des arts martiaux et de la musique. Selon lui, le breakdance est un mix des deux. C'est pour cette raison qu'il le pratique depuis l'âge de 14 ans. Dès la sortie de l'école, il se rend des gares du Nord pour s'entraîner et s'améliorer avec les meilleurs breakers bruxellois. Tiro est danseur professionnel depuis 2011. Il a remporté de nombreuses compétitions et a été sélectionné en 2024 pour la dernière manche de qualification des Jeux Olympiques de Paris. Profondément engagé dans la défense des street dance, Tiro a lancé cette année Into the Jam, une séance d'entraînement ouverte tous les jeudis soirs à tous les freestylers pour tous les styles et tous les âges. Je le retrouve là-bas, à The Spot, place de la Monnaie, en plein cœur de Bruxelles. Élan d'artiste, Alix 2-1, let's go. De Broker, correspondance métro ligne 1 et 5 et tram 4 et 10. De Broker, aansluiting metrolijnen 1 en 5 en tramlijnen 4 en 3. Connection metrolines 1 and 5 and tramways 4. Ça va, toi, tu vas bien? Ouais. Quand on parle de hip-hop, on a tendance à confondre breakdance et hip-hop. Alors je sais que maintenant on les sépare en disant danse debout, danse au sol. Est-ce que tu peux plus nous expliquer vraiment c'est quoi la différence entre les deux? Pour revenir un petit peu au début du hip-hop, donc il faut savoir que dans le hip-hop c'est une culture qui a 4 grands piliers. Tu as le MCing, donc qui comporte le rap et simplement les maîtres de cérémonie. Tu as le DJing, tu as le graffiti et tu as le break, avant que ça s'appelle la danse. Et en fait, la culture s'est réunie autour de la musique. Donc à l'époque où ça s'est créé, je crois que c'était 73, DJ Kool Herc, donc qui est un DJ jamaïcain, est venu avec une culture qui s'appelle la culture du sound system. En fait, cette culture, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de créer des blocs parties. Et dans ces blocs parties, on s'est rendu compte que on avait des DJ, donc DJ Kool Herc, on a eu des danseurs, et c'est là qu'on a vu les premiers danseurs apparaître dans les cyphers. Et on a eu des MC. En fait, les MC étaient là pour justement animer la block party, et on avait les graffeurs. Et les graffeurs étaient là pour annoncer la block party. Donc ils graffaient un peu dans les rues, et c'était pendant une période assez troublée de New York. C'est un peu une époque où il y a eu des feux, il y a eu des problèmes de gangs à ce moment-là. Les promoteurs immobiliers avaient payé des gangs pour pouvoir détruire justement une partie du Bronx, pour pouvoir le reconstruire. Les gens vivaient dans une extrême précarité et n'avaient tout simplement rien à faire en fait. Et donc DJ Kool Herc qui est arrivé avec ce truc-là pour simplement les occuper, on va dire. Et à partir de là, tout s'est créé. Pourquoi est-ce qu'on appelait ça break auparavant? C'est parce que les danseurs étaient complets. En fait, ils faisaient de tout. Ils faisaient autant du pop, qu'ils faisaient du lock, qu'ils faisaient du break. Au fur et à mesure des années, plus le développement s'est fait, plus ils ont commencé à se séparer, puisque les gens ont commencé à se spécialiser de plus en plus. Voilà. Et donc, à partir des années 2000, début des années 2000, on a commencé à mentionner uniquement la danse pour comprendre le break, le pop, le lock, même si d'autres vous diront que le pop et le lock, c'est des danses funk plus que hip-hop. Mais bon, moi, dans ce que moi j'ai appris, hip-hop, freestyle, new style, le break, le pop et le lock font partie de la danse hip-hop. Tu m'as parlé de cypher, donc tu disais que les danseurs dansaient dans des cyphers. Qu'est-ce qu'un cypher? C'est un cercle. C'est un mot arabe, cipher. Et en fait, apparemment, cipher, ça veut dire 0. Et c'est pour ça que ça représente le cercle. Mais donc 0, un peu, on est tous au même niveau et alors on danse chacun à notre tour au milieu du cercle, c'est ça? Exactement, sans jugement. Sans Surtout jugement. ça, le principe, c'est qu'on vient, on danse, on se lâche et il n'y a personne qui est là pour vous juger. Ou bien on peut régler des comptes, faire des call-out, on appelle ça un call-out. C'était justement pour éviter d'en venir aux mains. Il faut savoir que c'est une culture de gang, c'est une culture qui vient de la rue. Les premiers pratiquants de cette culture venaient de gangs assez virulents. Et donc du coup, la danse était un peu pour pallier à ça, pour éviter de se retrouver avec des morts sur les bras. Et à ce moment-là, donc il y avait le cypher, mais est-ce qu'on pouvait déjà parler de battle? Oui, bien sûr. Parce que battle, la traduction littérale, c'est bataille, donc on pourrait dire que c'est un combat. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Oui, bien sûr. Bon, nous, on a ce qu'on appelle des crews. En fait, ça a commencé comme ça. Oui. Donc les gangs sont devenus des crews, en quelque sorte. Et en fait, le but, c'était de se représenter comme les gangs le font. Et donc aller en battle, call out un autre crew, mais c'était une façon justement d'aller en bataille.
D'accord. nous, on voit ça plus comme un duel. C'est pour ça qu'on dit un battle Oui. et pas une battle. C'est vrai que ça, moi, il m'a fallu du temps avant d'intégrer que c'était un battle et pas une battle. Ok, donc un duel. C'est ça. Ok, d'accord. Et donc toi, c'est B-Boy Tiro. Qu'est-ce qu'un B-Boy? Alors, B-Boy, c'est juste le diminutif de Break Boy. Voilà, Ok. Qui vient de Bronx Boy, parce que les premiers breakers venaient du Bronx, tout simplement. Et en fait, ils étaient reconnus, donc dès qu'on voyait quelqu'un tourner sur la tête ou faire des six-steps, on savait que le gars venait de là-bas, venait du Bronx. Une fois que ça a commencé à se développer, c'est devenu Break Boy. Et à partir de quand on devient un B-Boy ou une B-Girl? Une fois qu'on apprend les bases, et qu'on connaît un peu la culture et ses codes, à partir de ce moment-là, on peut commencer à se prétendre B-Boy. Ensuite, il y a pour nous qui sommes de la scène, on a des éléments qui vont jouer plus que d'autres, hein, savoir danser dans un cypher, pratiquer ses bases justement, pratiquer du break, parce que là maintenant, on a un peu des artistes qui sont borderline. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser des éléments du break qui ne sont pas du break, et en fait, finalement, on se retrouve pas avec les bases. C'est comme le ballet. Le ballet, il a ses bases, il a ses codes, il a ses principes. Et tu peux pas prétendre faire du ballet si tu maîtrises pas les bases du ballet. Voilà, mais c'est pareil pour le break. Comment tu expliques que justement il y a des personnes qui soient borderline? C'est à cause d'Internet et des vidéos, tu penses? Ouais, bien sûr. Hein. On a eu un peu vers 2013 le street workout qui est arrivé, qui utilisait également des mouvements de break. Sauf que nous, le break, je vais faire un peu un parallèle avec un film, c'est comme Narnia. Si tu connais pas les breakers, tu ne connais strictement rien. C'est vraiment un monde très underground. Pour pouvoir le côtoyer, il faut connaître des gens parce que ça fonctionne encore par le bouche à oreille. Même s'il y a des vidéos sur Internet et tout, mais se connecter avec la communauté de n'importe quelle ville, il faut pouvoir les connaître. Ces mouvements qu'on ne retrouve que dans le break, ils évoluent, donc c'est au sein de la communauté qu'il y a par exemple des mouvements qui se créent alors? C'est en fait le moteur du break au final. La danse hip-hop en général, c'est un puzzle de plusieurs danses et cultures différentes. On a récupéré des mouvements de la capoeira, on a récupéré des mouvements du kung-fu, de danse tribale. Tout ça, on les a combinés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le breakdance ou la danse hip-hop. La seule différence, c'est que nous, on les a développés. Pour te donner un exemple, tu vois, tourner sur la tête, c'est pas les breakers qui ont inventé ça. Ça existe depuis 1922. Je crois que les premières personnes qu'on a vues tourner sur la tête, c'était des gens du cirque, ou bien des gens qui faisaient du jazz. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'on appelle un drill, donc c'est tourner sur la tête assez rapidement avec les jambes tendues. Nous, ce qu'on a inventé, qu'on a développé, c'est la façon continue. Et ensuite, on a des variantes, donc tourner sur la tête avec les jambes tendues, tourner sur la tête en boule, et ainsi de suite. Donc nous, c'est ça notre force à nous, c'est vraiment de développer les mouvements au maximum. Tu me parlais de l'importance de la communauté des freestylers en break. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes préadolescents et adolescents se lancent en breakdance dans les halls de sport. Donc, on n'est plus dans la rue. Est-ce que ça pourrait annoncer le changement d'un public qui pratique le breakdance? C'est un phénomène que moi j'ai remarqué parce que moi j'ai commencé à Gare du Nord. En fait, je vais répondre à une question qu'on m'avait posée pendant une conférence en Angleterre. Et en fait, la question c'était pourquoi est-ce que vous n'avez pas de scène jeune en Belgique? Pourquoi est-ce que ça a pris du temps? Et c'est là que moi je leur ai répondu qu'en fait la scène a été très dangereuse. Donc quand moi j'ai commencé quand j'avais 14 ans, s'entraîner à Gare du Nord, c'était s'entraîner au milieu des SDF, de la puanteur, des odeurs nauséabondes à n'en pas finir, des gens qui vont dans la rue d'à côté, pour ne pas citer de nom, à Gare du Nord, des réfugiés qui viennent du Maroc, de la Libye et tout ça, qui sont malheureusement, vu que le trajet a été très difficile, qu'ils ont commencé des drogues. Et donc, nous, on est un peu au milieu de tout cet écosystème. Tous les jours, c'était une aventure parce que c'était soit il y avait des bagarres, soit c'était bagarre entre eux, soit c'est des gens qui veulent tout simplement essayer de se moquer de nous. Et donc, du coup, je vois mal des jeunes, surtout en dessous de 14 ans, 15 ans, aller à Gare du Nord s'entraîner tout seul. Le fait d'avoir des nouvelles salles, comme le Piano Fabrique ou les Halls Omnisport, ça permet justement à une autre population de venir et de simplement pouvoir s'entraîner en toute sécurité. Et donc, cette population, grâce à ça, elle se développe aussi. Le seul souci qui pourrait se poser, c'est que, vu que c'est devenu un sport, qu'on prenne beaucoup plus en compte le côté sportif, le côté physique, que le côté artistique. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, nous, ce qui compte beaucoup, c'est pas ce que tu fais, c'est comment. Dans le break, on a 4 styles de mouvement.
On a les top rock, donc ça c'est les mouvements debout, la danse debout. On a les footwork, c'est les jeux de jambes au sol, tout simplement. On a les freeze, donc ça c'est toutes les figures figées. Et on a ce qu'on appelle les power moves, ça c'est la partie spectaculaire, donc quand on tourne sur la tête, quand on tourne sur le dos. Toutes ces bases-là, on doit essayer de les apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément tout apprendre. Tout dépend de nos habilités à nous. Parce il y en a qui sont souples, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont inventifs, il y en a qui sont musicales. Et donc du coup, on va commencer par ça pour pouvoir essayer de se développer. Et ensuite, une fois qu'on a nos bases, on va essayer de créer des variantes à partir des bases qu'on a créées. Et donc du coup, on va juste apporter notre touche personnelle à ça. Le problème avec la nouvelle population, c'est qu'elle passe au-dessus de ça. Elle apprend juste les moves. Ils deviennent très performants, il n'y a rien à dire, parce que le niveau du break aujourd'hui, il est loin du niveau de break quand moi j'ai commencé. Quelque part, j'ai peur qu'on perde ce côté artistique où on cherche à être inventif. Vu que c'est devenu un sport, donc c'est acté, c'est devenu un sport avec les JO. Alors, pour les breakers, ils ont inventé un nouveau mot qui s'appelle athlète. Des athlètes artistiques. Parce que c'est vrai, ça a les deux composantes. En fait, il faut voir ça un peu comme les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il faut se conditionner, donc il faut faire du sport. Ensuite, il faut pratiquer l'art. C'est pareil pour le break. Il faut se conditionner, il faut avoir un bon corps. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'être musclé dès le départ, mais il faut se rendre compte qu'au bout d'un moment, nos qualités physiques, on aura besoin de les améliorer pour pouvoir profiter pleinement de l'expérience. Voilà. J'aimerais aussi un peu parler de la musique break. J'ai le sentiment, quand je vais voir un battle ou quand je vais dans les salles d'entraînement de break ou dans les salles d'entraînement de hip-hop, que la musique n'est pas la même. En hip-hop, on sera plus davantage dans le rap qu'en break. Je sais même pas s'il y a enfin, en tout cas, les fois où j'ai été, j'ai pas entendu de rappeurs ou de paroles. Et j'avais là le sentiment qu'en fait, la musique n'était plus la même. Dépendant de la musique qu'on va écouter, va en découler le style de danse qu'on va adopter. Même, ça peut aussi jouer sur notre salle d'entraînement. Si le sol il glisse, on aura un certain style. Si le sol il colle, on aura un autre style. Et on va s'adapter vis-à-vis de ça. Le terme break, il vient d'un terme musical, c'est juste le solo de batterie. On danse sur des breaks. À l'époque, donc quand ils achetaient des vinyles, on avait justement ce moment, ce solo de batterie, sauf qu'il durait durait pas longtemps du tout, peut-être 1 minute. Et donc ce qui s'est passé, c'est que les premiers DJ, ils ont dû acheter la platine en double. Et donc, en fait, ils ont créé une loop. Donc on appelle ça un passe-passe quand on mixe. Et donc le but, c'était d'à chaque fois louper cette partie break pour pouvoir laisser les gens danser. Parce que c'était le moment dansant, en fait. Ce qui se passe, c'est que ça vient du funk. Donc, tous les sons type James Brown et tout ça, c'est sur ces sons-là qu'on danse, en tout cas pour les puristes. Ensuite, on a eu la boom bap, donc plutôt années 90, 1990. Et aujourd'hui, on a des producteurs dans la scène break qui, eux, produisent leurs propres sons. Ça, c'est un phénomène très récent. C'est pour ça que t'entends pas beaucoup de rap. C'est parce que lorsqu'on fait des battles, on n'a pas le droit d'utiliser de musiques qui sont sous copyright. Et donc, du coup, tous nos classiques, on a dû s'en débarrasser parce que sinon, on se fait strike. Et donc, on peut pas diffuser les battles en ligne. C'est pour ça qu'on a toute une batterie de producteurs qui sont arrivés, justement, pour commencer à développer des nouveaux sons, des nouveaux genres. Parce que les classiques qu'on aime, on peut plus les utiliser malheureusement. Dans le monde du freestyle et du battle, la transmission de génération en génération semble très importante. Pourquoi et comment ça s'est passé aussi pour toi? Moi, je viens d'une époque très, 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 très dure. Je viens d'une époque où l'information, c'était le pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour répondre à ta question, oui, la transmission est super importante parce que c'est ça qui fait vivre la danse, en fait. Ça fait 50 ans que le break se suffit à lui-même, Si on n'a pas cette transmission, si on reste égoïste vis-à-vis de ça, il y a un moment où ça va mourir. Mais, et là c'est un gros mais, comme dans tout, avoir des bonnes informations, avoir des bonnes références peut te faire évoluer vite ou non. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma jeunesse, quand j'ai commencé la danse, j'étais très très bien entouré.
Et j'étais quelqu'un d'acharné. Pour la petite anecdote, j'avais pas mal de problèmes de famille. Donc du coup, moi, c'était mon échappatoire, en fait, la danse, tu vois. Autour de moi, j'avais des groupes comme Ocean, qui était déjà très connu, et j'avais Dynamix également, qui est un groupe légendaire de chez nous. Pouvoir m'entraîner autour de ces gens-là, pour te donner un exemple, l'Avry, ça arrivait courant des années 2000. Toute personne qui effectuait ce mouvement-là était perçue comme un super-héros. Tu peux décrire un peu l'Avry ? Alors l'Avry, c'est un peu l'hélicoptère. L'hélicoptère, voilà, exactement. Oui, tu vois, mais sur les mains. Lorsqu'on voyait quelqu'un dans un cypher ou dans un battle faire Vry, on le voyait comme un surhomme. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y en avait beaucoup qui savaient le faire. Et donc pour moi, c'était pas quelque chose d'exceptionnel parce que intuitivement, je me disais que plus tard, je l'aurais, vu que ça a l'air d'être un standard. Mais maintenant, si tu te diriges un peu plus vers Liège, ils étaient, je pense, 2 à l'avoir, et pour les Liégeois, ça devenait quelque chose d'exceptionnel. Le fait d'avoir un entourage avancé, moi, m'a permis d'évoluer assez rapidement. La seule différence, c'est que il y avait personne, ou très peu de personnes qui viennent vers toi te dire entraîne ça. Il y avait peu de coaching. Tu peux demander un conseil ou 2, mais sinon, il ne faut pas déranger plus que ça. Parce que les personnes veulent s'entraîner ou parce... C'est ça. Ah oui, c'est surtout parce qu'elles veulent danser. C'est ça. On n'était pas dans un cours. C'était vraiment un entraînement. Et si tu avais de la chance, on te donnait 2-3 conseils, mais après, il faut se débrouiller tout seul. Il faut vraiment être autodidacte. Mais aujourd'hui, c'est aussi un peu comme ça. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins. Même dans les endroits Nous, comme... Nous, à Bruxelles, on tend à maintenir cette forme d'apprentissage. Moi, en tout cas. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ça fait briller les gens beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que il y a un sentiment d'accomplissement lorsqu'on arrive à découvrir quelque chose, lorsqu'on arrive à débloquer un mouvement par soi-même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les gens brillent beaucoup plus. Oui. Lorsqu'on donne beaucoup de pré-mâché, même si moi à mon niveau, j'essaie de donner le maximum de conseils possibles, j'essaie d'éviter les erreurs que mes anciens ont fait. C'est juste que au final, c'est un art. Oui. Et comme tout artiste, on a besoin de se démarquer. Et donc, du coup, si je donne tout sur un plateau d'argent, malheureusement, l'étudiant, on va dire, même si j'aime pas trop appeler ça comme ça, l'étudiant n'y voit pas forcément de valeur. C'est toujours mieux de découvrir les choses par soi-même. Et de toute façon, on se rend compte qu'au final, ça a beaucoup plus de valeur parce que je l'ai appris tout seul, plutôt que on me le donne. Et on ne se rend pas compte que le conseil que j'ai donné m'a coûté 10 ans. La transmission, elle se fait plus. Donc, toi, tu vas aider des personnes de génération plus jeune en donnant quelques conseils, etc. Mais c'est pas, par exemple, un parrainage où je suis ton mentor. Nous, c'est assez tacite. En tout cas, c'est particulier à Bruxelles. C'est pas à nous de venir vers les jeunes, c'est aux jeunes de venir vers nous. Parce qu'on en a eu tellement qui nous ont demandé de commencer le break et qui font des faux rendez-vous et qui ne finissent par jamais venir. Nous, on sait que c'est, comme je l'ai dit, c'est inconfortable au début et que ça demande pas mal de volonté. La deuxième manière, en fait, c'est soit en tout cas, quand moi je suis arrivé, il y avait plusieurs cyphers, il y avait plusieurs cercles un peu à Gare du Nord, et dont des cercles de groupe auxquels vous ne pouviez pas rentrer. Ou sinon, il y avait bagarre. D'accord. Et donc, tu avais un cercle de personnes qui, eux, n'avaient pas de groupe, avec qui tu pouvais t'entraîner, avec qui tu pouvais poser quelques questions. La connexion, elle se fait à partir du moment où on te voit de manière récurrente. Oui. Parce que des gens passagers, on en voit beaucoup. Oui. À partir du moment où il y a une récurrence, là, on commence à avoir une connexion, on commence à se connecter, on se rend compte qu'on a les mêmes motivations, et du coup, on avance. Et pour moi, la meilleure manière, c'est d'avoir un groupe. Parce que c'est un peu une famille, et c'est des gens qui se soucient de toi et qui veulent te voir avancer. Le but du groupe, justement, c'est de représenter, c'est d'aller en compétition. Et donc, du coup, dans ce cas-là, c'est un peu comme intégrer une nouvelle famille et qu'on t'apprenne des choses, même secrètes, on va dire, qui ressemblent qu'au groupe. Parce que chaque groupe a son propre style, et son propre style, tu ne l'apprends pas aux autres. C'est un peu comme des secrets industriels qu'on n'a pas envie de donner aux concurrents. Et toi, ta première compétition, ton premier battle, c'était à quel âge ? J'avais 3 mois de danse. J'avais 3 mois de break. Ouais. Moi, ça a été très rapide. Tout est allé super vite. Mais t'as dû être super stressé. Ouais. En fait, c'est là que ça m'a piqué. Donc, il y avait un battle à l'époque à Bruxelles-les-Bains. Justement, mon prof m'avait un peu forcé la main pour y participer. J'étais hyper stressé, surtout que je l'ai dit, j'étais timide, maladif. Mais parce qu'un battle, en fait, tu as quoi, 1 minute, 45 secondes pour... on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. On doit être directement dedans. Ouais, c'est ça. En fait, on te laisse pas le choix. Super dur. Il y a la musique, tout le monde te regarde. Allez, quand il faut y aller, il faut y aller. Ouais. Donc,
ça s'était plus ou moins bien passé, et c'est là que la piqûre a pris. À partir de ce moment-là, j'ai dit que ça allait être ma vie et que j'allais continuer. Okay. Parce que j'ai vraiment aimé en fait passer le cap, le coup d'adrénaline où on est fort stressé. On kiffe en fait, il y a la musique, les gens écrivent, il y a toute une atmosphère et toute une ambiance qu'on a envie de continuer à profiter, sauf que quand le battle est fini, c'est fini. Et cette frustration-là m'a donné envie de continuer. La danse a un côté fédérateur, mais le battle semble utiliser la danse comme une arme, comme une danse pour partir au combat. Est-ce que pour toi, cette forme de compétition, qui est différente d'une chorégraphie ou d'un spectacle de danse, transmet un message en particulier à la société ? Oui, bien sûr. Dans le cadre de la danse, on est des danseurs. Hommes, femmes, ça c'est de l'ordre de l'intime. Nous, ce qu'on veut voir, c'est l'expression du mouvement. Et c'est pour ça que ça devrait être un exemple, parce que le souci, c'est qu'aujourd'hui, on vit un peu avec des étiquettes sur la tête. Tout à fait. Et qu'à un moment, on a envie de s'en débarrasser. Nous, on juge que le mouvement. On juge dans le cadre du battle. En dehors de ce cadre-là, à part si on a un compte à régler avec quelqu'un, on danse. C'est tout. On danse, on se lâche, on oublie les soucis du quotidien. Parce que moi, en fait, de base, c'est mon échappatoire, en fait, le break. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je fais par pur plaisir. Moi, j'ai eu une enfance assez particulière. Je fais partie des Kassaniens refoulés du Katanga. Donc, j'ai fui la guerre au Congo, en fait. Et donc, j'ai été séparé de ma mère pendant une dizaine d'années. Bon, je parle un peu de personnel. Hein. Tous ces événements-là ont, je vais pas dire créé des traumas, mais j'ai pas eu une vie lambda, enfin comme tout le monde, où papa et maman étaient là. J'ai été en famille d'accueil, j'ai plusieurs éducations différentes, j'ai plusieurs éducations religieuses différentes. Donc du coup, moi, le break, ça a permis de faire ma propre éducation et ma propre expérience de la vie. Et donc, aller en compétition avec beaucoup d'attentes, ça ne reflétait pas ma vision du break. Moi, je vais, si je perds, je m'en fous. Si je gagne, tant mieux. Moi, ce qui compte, c'est juste de vivre l'instant et de marquer les gens. Je veux que les gens se souviennent de moi avec ce que je fais, pas pour mes victoires. C'est chouette, mais ça peut être aussi un beau message, parce que donc la question principale de mon podcast, c'est en quoi les street dance peuvent-elles maintenir notre regard critique sur des problématiques sociétales actuelles, mais ça peut être aussi simplement s'amuser. Hein. À l'heure où on vit avec les réseaux sociaux, l'hyper-digitalisation en ce moment, on se rend compte les passions peuvent devenir une source de revenus, et on perd un petit peu de vue l'essentiel des fois. Ce qui est justement de s'amuser et juste de pratiquer. Hein. Pour moi, une passion, c'est pouvoir se mettre dans sa bulle, pratiquer de longues heures sans forcément voir le temps passer. Et simplement, lorsqu'on découvre une communauté et qu'on voit des gens qui justement pratiquent la même passion, pouvoir échanger avec ces gens-là et construire et développer, tout simplement. La compétition, ça fait forcément partie du hip-hop, parce que c'est grâce au challenge qu'on a pu évoluer, mais il faut faire attention aux challenges toxiques qui nous demandent de se battre plutôt que de développer. En battle, c'est la guerre, mais après le battle, là, on redevient amis. Enfin, y a pas ça doit pas se poursuivre après le battle. Ça peut arriver, forcément, puisque des fois, il y a des esprits qui sont beaucoup plus échauffés que d'autres. Mais en général, le but, c'est juste, pendant le battle, on fait la guerre. En dehors du battle, le but, c'est de s'élever. Merci beaucoup, en tout cas, Thiro, pour cette discussion. De rien. Élan d'artiste est un podcast qui interroge le lien entre art et société. Merci à Fantôme pour la création musicale, à Michael Remers pour la technique et à Charleroi Danse pour la mise à disposition de leur studio son. Élan d'artiste est diffusé par We Tell Stories et soutenu par le Fonds pour le journalisme. Si vous souhaitez réagir à cette émission, n'hésitez pas à commenter, partager et liker ce podcast sur vos plateformes. Cela nous aide beaucoup à faire reconnaître notre travail. Merci pour votre écoute et à bientôt. Élan d'artiste, Alix 2-1, let's go.